Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Alexandra Mucili, bienvenue sur Choc FM. On est là aujourd'hui pour parler des accidents vasculaires cérébraux. Vous êtes neurologue à l'Université de Toronto. Vous avez effectué votre résidence à l'Université de Montréal et vous travaillez maintenant à Saint-Michael, ou Saint-Michel, si on francise, à Toronto. Vous êtes sur les ondes de Choc FM pour nous parler donc de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. C'est une des principales causes de décès et d'invalidité au Canada, mais il faut savoir que la reconnaissance précoce de ces signes et des symptômes peut prévenir le décès et l'invalidité justement de manière significative et elle peut réduire notamment l'impact sur la réadaptation. C'est pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est concerné par l'AVC au Canada? D'abord, merci de m'avoir ici aujourd'hui. Pour parler d'un sujet qui est très important, je pense, parce que l'AVC ou l'accident vasculaire cérébral peut toucher n'importe qui. Bien sûr, il y a des facteurs de risque communs comme la tension artérielle élevée, le cholestérol élevé, le diabète, mais vraiment n'importe qui peut avoir un AVC. On pense d'habitude que c'est une maladie qui touche surtout les vieux, mais jusqu'à 15% des AVC sont chez des jeunes, chez des gens qui ont moins que 65 ans. On dit que les accidents vasculaires cérébraux sont la 3e cause de décès? Oui, et puis la cause la plus fréquente d'invalidité au Canada. C'est vraiment un problème majeur et une urgence médicale qui touche plein de monde. Donc, connaître et reconnaître les symptômes, c'est aussi aider à se prémunir, pas non seulement du décès, mais aussi de l'invalidité derrière. Justement, comment est-ce qu'on reconnaît un accident vasculaire cérébral? Comment est-ce qu'on décèle les signes? D'abord, je pense qu'il faut expliquer que le cerveau est un organe très important et très complexe. Alors, les symptômes de l'AVC reflètent la partie du cerveau qui est touchée par l'AVC. Et donc, un AVC, c'est un blocage d'un vaisseau sanguin par un caillot ou une plaque de cholestérol, par exemple, ou un vaisseau sanguin peut éclater et causer une hémorragie cérébrale. Si, par exemple, la partie frontale gauche du cerveau là, il y a le langage qui est représenté dans le cerveau. Et donc, si le vaisseau sanguin qui est atteint est dans la partie frontale gauche du cerveau, la personne aura ce qu'on appelle une aphasie, donc une difficulté à soit parler ou comprendre le langage. Et ça dépend de quelle partie du cerveau est touchée. Donc, il y a des parties qui concernent le visage ou le bras ou la jambe, une capacité de marcher, par exemple. Et donc, c'est comme ça que les symptômes surviennent. En fait, les symptômes ne seront pas toujours les mêmes selon l'accident qui va se passer. Tous les AVC ne se ressemblent pas. Ils peuvent se passer à différents endroits du cerveau. C'est pour ça que c'est un peu difficile de reconnaître les symptômes la plupart du temps. Mais on peut utiliser l'acronyme VIT. En anglais, on dit FAST, mais on a une traduction de l'acronyme VIT en français. Alors, le V, c'est pour visage. Alors, s'il y a un affaissement d'une partie du visage. Le I, c'est pour incapacité. Et donc, ça représente une faiblesse d'un des deux bras ou une des jambes. Le T, c'est pour trouble de la parole. Et le E, c'est pour urgence extrême. Alors, si jamais vous notez une faiblesse du visage, un des membres ou une difficulté à parler, là, il faut appeler le 911 le plus tôt possible. Et je pense que c'est important de savoir que chaque minute, il y a 2 millions de neurones qui peuvent mourir. Et si on reconnaît l'AVC plus tôt, on a la possibilité de sauver des neurones et donc de réduire l'incapacité que quelqu'un peut avoir après un AVC. On n'est pas alerte en permanence sur l'arrivée d'un AVC sur quelqu'un en face de soi. Est-ce qu'il y a des situations, au-delà des facteurs ou des comorbidités ou des facteurs biologiques, est-ce qu'il y a des environnements? Est-ce qu'il y a une situation? Parce que quand je suis avec quelqu'un, comment je peux imaginer à un quelconque moment qu'il se passe un AVC? C'est ça, c'est un peu difficile, c'est imprévisible, ça peut survenir n'importe quand, il n'y a pas vraiment des circonstances qui mènent à ça. Je pense que oui, de savoir que les gens qui sont plus à risque, qui ont des maladies cardiaques, par exemple, peuvent aussi avoir une maladie des vaisseaux cérébrales, mais c'est difficile de savoir. Alors, si vous voyez que quelqu'un a ces symptômes, il faut vraiment appeler le 911 parce que il faut que la personne soit vue par un neurologue le plus tôt possible.
Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginons que j'ai appelé le 911. La personne est encore en train d'avoir cet AVC. Ouais. Est-ce qu'il y a des gestes à faire? Non, il faut vraiment pas donner de médicaments, pas d'aspirine, il faut rien mettre dans la bouche de la personne. On peut les allonger par terre et rester calme. C'est bien de noter le début de l'heure où les symptômes ont débuté et aussi d'essayer de trouver une liste de médicaments parce que on décide comment on va traiter un patient selon la présence d'anticoagulants ou d'autres médicaments qui peuvent parfois mener à des complications de nos traitements. Oui, donc la liste des médicaments, souvent les personnes qui en prennent, elles ont ça dans leur portefeuille, j'ai appris ça. Ouais. Ou dans leur iPhone, ou parfois c'est bien d'appeler la famille si t'es avec un ami ou quelqu'un que tu connais pas, parce qu'on connaît pas tous les antécédents médicaux de chaque personne. Alors on va peut-être rappeler quels sont justement les profils les plus à risque, même si on connaît pas forcément les antécédents médicaux des gens en face de nous. Qui seraient les personnes qui seraient les plus à risque? Je pense que l'âge, c'est un facteur de risque important. Alors les personnes plus âgées, les gens qui ont des facteurs de risque vasculaires comme l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie, les gens qui fument et qui boivent beaucoup d'alcool, ce sont tous les facteurs de risque fréquents pour l'AVC. Et qu'est-ce qui se passe après un AVC, justement, une fois qu'on a cette crise et qu'on est pris en charge? Là, d'abord, on va à l'hôpital et il y a un neurologue qui va évaluer le patient, puis il va y avoir aussi un scan, une tomodensitométrie cérébrale, un scan qui va regarder le cerveau, puis voir s'il y a un caillot ou si c'est un problème de saignement. Et la plupart des AVC sont causés par des caillots dans un vaisseau sanguin, 80% en fait. Et puis si c'est le cas, on a une quantité de temps limite pour essayer de déboucher le caillot, soit avec un médicament thrombolytique, un médicament qui essaye de rompre des caillots, ou avec un cathéter. S'il y a un grand caillot, on va essayer de mettre un cathéter dans le cerveau pour déboucher de façon mécanique le caillot qui est là. À la suite de ça, une fois qu'on se réveille de l'opération? À la suite de ça, il y a la partie très importante où on est à l'hôpital et il y a une équipe multidisciplinaire qui va évaluer le patient, un physiothérapeute, ergothérapeute, des gens qui essayent d'évaluer si la personne peut avaler. Et d'habitude, les gens vont en réadaptation aussi et on essaye de maximiser la récupération de l'AVC. Alors effectivement, on peut avoir des handicaps liés à ça. Oui, après. On peut avoir des handicaps, mais pour réduire les handicaps, il faut appeler le 911 le plus vite possible pour effectuer le traitement le plus tôt possible et sauver le cerveau. En termes de prévention, on dit que 80% des accidents vasculaires cérébraux peuvent être évités si l'on est bien informé. C'est quand même un chiffre énorme, 80%. Ouais, il y a des gens qui voient pas un médecin de famille, qui n'ont pas un médecin de famille, et c'est très important de traiter les facteurs de risque. Justement, qu'est-ce que vous recommanderiez pour prévenir ou se prémunir d'un AVC en termes d'hygiène de vie avant que ça puisse arriver? Alors, je pense que le facteur de risque le plus important, c'est la tension artérielle. Si on a une tension artérielle élevée, on peut avoir aucun symptôme de ce problème. Alors, c'est bien d'avoir la machine à la maison, de vérifier la tension artérielle une fois par semaine et de voir si elle est élevée, et puis si oui, il faut voir un médecin de famille et commencer un médicament ou changer le style pour diminuer la tension artérielle. Après, bien sûr, le diabète, le cholestérol, on a des médicaments pour tous ces problèmes-là, mais aussi en ayant une hygiène de vie plus sain, on peut réduire les facteurs de risque. Alors, un bon régime méditerranéen avec des fruits et des légumes, moins de viande rouge et de faire de l'exercice physique au moins 150 minutes par semaine, c'est une recommandation. Puis aussi, de ne pas fumer du tout, c'est très important. Et de réduire la quantité d'alcool qu'on boit. Je pense que c'est très important aussi. Oui, puis dans les recommandations, on lit aussi gérer le stress, passer du temps avec sa famille, ce qui parfois n'est pas compatible, mais ouais, pour ceux pour c'est vrai. qui... Ouais, le stress, je pense qu'on
On comprend pas l'impact du stress tout seul, mais c'est sûr que des stress extrêmes ne sont pas bons pour la tension artérielle, justement, puis ça mène à d'autres problèmes. Avant le début de l'interview, vous me disiez que vous aviez eu quelques patients francophones à traiter ici à Toronto. Dans ces situations d'urgence, vous me disiez que la langue, elle est cruciale pour pouvoir communiquer avec les patients. Ouais. Il y a des spécialistes qui parlent français à Saint-Michael, vous me disiez? Oui, il y a des neurologues qui parlent français dans la ville de Toronto. J'ai plusieurs patients francophones dans ma pratique, mais il y a des gens qui parlent toutes les langues à Toronto et on a des caméras avec un traducteur qu'on utilise pour évaluer des patients qui ne parlent pas la langue du neurologue, par exemple. Alors ça, c'est très utile. En quelques secondes, on peut avoir un traducteur live en vidéo qui parle français ou mandarin ou italien et puis ça nous aide à communiquer avec les patients. Oui, pour des situations d'urgence. Donc, il faut pas avoir peur. Je dis ça pour les auditeurs et les auditrices. Faut pas avoir peur de communiquer, d'appeler 911, un 911, et vous trouverez pas forcément un 911, mais une fois à l'hôpital, il y a des moyens de trouver des interlocuteurs francophones. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour cette sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux, puisque, comme on l'a dit, l'information et le savoir permet d'éviter éventuellement 80% des accidents vasculaires cérébraux si on est bien informé. Merci beaucoup, Merci. Alex Muchili. Merci. On le rappelle,